Bonjour tout le monde et bienvenue dans Prends ce qui te parle, le podcast pour les femmes qui veulent se recentrer sur elles. Alors aujourd'hui, on va faire un petit saut dans le temps, on va voyager parce qu'on va parler un peu de philosophie du yoga. Comment est-ce qu'une philosophie vieille de plus de 5000 ans peut encore continuer à nous inspirer aujourd'hui et comment en fait se l'approprier dans nos vies modernes, dans nos contrées pour qu'elle serve à nos vies en fait et qu'elle nous aide à nous recentrer sur nous et à se faire du bien en fait. J'ai vraiment envie de vous parler de ça aujourd'hui. Ça va être le premier épisode d'une petite série. Je vais vous expliquer tout ceci ici. Je vais essayer que ce soit des épisodes courts, qu'il n'y ait pas trop d'informations et surtout que vous puissiez ressortir d'ici avec peut-être une petite réflexion introspective qui vous accompagne déjà pour votre semaine. C'est parti! Donc voilà, j'ai vraiment envie de revenir en fait aux fondamentaux du yoga ici avec vous. Je fais cet épisode aussi pour les personnes qui viennent à mes cours en présentiel parce que le yoga en fait c'est toute une philosophie de vie, c'est loin d'être uniquement une gymnastique. C'est quelque chose qui me fait assez de la peine de voir à quel point aujourd'hui c'est encore fort confondu. Quand je rencontre parfois des personnes qui n'ont rien à voir dans le monde du yoga et que j'explique que je suis prof, les gens me racontent un peu toutes les croyances qu'ils ont sur le yoga. Ils me disent pas qu'ils ont des croyances, mais ils me disent par exemple oui, mais il faut être souple, alors que ça n'a jamais rien eu à voir avec la souplesse. Ou on me dit ah oui, mais moi j'ai pas de force, ou oui, mais il faut être calme, ah oui, mais moi j'ai pas besoin de me relaxer. Tout ça, c'est des fausses croyances qui n'ont rien à voir avec le yoga. Donc moi j'ai vraiment envie de prendre le temps de quelques épisodes pour vous parler de ceci. Parce que c'est des choses que je ne sais pas dire au cours, sinon, comme je le dis souvent, c'est plus des cours de yoga, mais ça devient des conférences. Et j'ai déjà fait des cycles à thème, notamment j'ai déjà fait un cycle sur les yamas. J'en parlerai dans cet épisode-ci. J'ai déjà fait un cycle sur les niyamas, des cycles de plusieurs semaines. Mais voilà, j'ai pas envie de faire que des cycles sur ces sujets-là. Donc je vous enregistre cet épisode, comme ça vous aurez l'information à portée de main et l'information offerte pour tout le monde. Donc le yoga, c'est vieux de au moins 5000 ans. Je pense qu'on n'a pas les dates exactes. Mais en fait, l'histoire du yoga, c'est quoi? C'est que il y avait c'était en Inde, donc il y avait des sages, on dit qu'ils sont sages parce que c'était des personnes qui méditent toute la journée, qui ont atteint un état de sagesse, et donc en méditant pour la paix dans le monde, en quelque sorte, ils ont reçu des messages sacrés sous forme de chants, et au départ, ces chants se transmettaient de prof à élève, de père en fils, etc. Et puis ils ont commencé à les écrire aussi, donc on a des retours de ces textes sacrés. Donc vous voyez que c'est quelque chose de vraiment très spirituel, très 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 ancien, et justement, moi j'ai pas envie de tomber dans des dogmes, etc. Mais à la fois, ça fait toujours sens, cette philosophie, elle fait vraiment énormément de sens, et parfois, moi, pas parfois, ça m'impressionne complètement de me dire, c'est si ancien, et justement, ça a encore tellement de sens dans notre monde moderne. Donc avant de vous parler vraiment de cette philosophie-là, j'ai envie de vous raconter un peu les piliers, en tout cas, selon moi, les piliers du yoga à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ça peut encore nous apporter? Tout d'abord, déjà, si on prend l'origine du mot yoga, la racine du mot yoga, la traduction, ce serait unir, relier. Unir quoi? Eh bien, le corps, le cœur et l'esprit. C'est vraiment s'unir à soi-même. C'est en quelque sorte cette notion d'alignement. Vous avez déjà entendu ça. Le fait d'être congruent, le fait d'être aligné, quand nos pensées, nos paroles et nos actes avancent dans la même direction. Yoga, en fait, ça veut dire ça, ça veut dire unir. Donc, vous voyez qu'on est très très loin de l'idée de renforcer son plancher pelvien ou ses abdominaux profonds. Ça n'a rien à voir, même si c'est important d'avoir une bonne musculature, de faire du cardio, etc. Je le précise
Parce que à chaque fois que j'explique aux personnes que le yoga, c'est pas du sport, etc., les personnes parfois pensent que je veux dire que le sport, c'est pas bien, mais non, c'est juste deux choses très différentes. Il faut avoir une activité physique quotidienne, d'ailleurs, au moins 3/4 d'heure d'activité physique par jour, c'est important pour votre santé, mais le yoga, c'est quelque chose qui vous emmène beaucoup plus loin que ça, c'est quelque chose qui vous aide à vous rassembler vous-même, toute votre énergie, qui vous aide à devenir pleinement vous-même. Donc, voilà, l'idée, c'est pas de renforcer ses genoux ou son dos, vous voyez, c'est vraiment de devenir soi, de s'aligner. Donc, c'est un message ultra profond. Un deuxième pilier que j'aime mettre en évidence, c'est le côté écoute de soi. Parce que quand on pratique le yoga, c'est vraiment un moment qu'on s'accorde pour ralentir, pour laisser notre mental de côté, même si il est toujours là en bruit de fond, mais justement, même notre mental qui est en bruit de fond, on va l'écouter. On va plus le subir, en fait, ce mental, on va devenir spectatrice de nos pensées. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Et on va être à l'écoute de soi, de son mental, de son corps, de son énergie. On va pouvoir observer, en fait, ce qu'on ressent et développer une présence à soi qui nous permet, eh bien, comme je vous l'ai indiqué au tout départ, notre objectif, c'est de s'unir à soi-même. Et donc, cette écoute de soi, elle nous permet de retrouver ce chemin pour être vraiment soi-même et ne pas dévier en essayant de ressembler à quelqu'un d'autre ou en allant sur un chemin qui n'est pas profondément le nôtre. Ensuite, ce que je peux vous dire aussi du yoga, un troisième pilier, en tout cas selon moi, c'est que c'est une sagesse qui est vivante. Même si c'est quelque chose de très ancien, et j'aime bien aussi replacer les choses dans leur contexte, d'expliquer que voilà, ça s'est passé en Inde, il y a plus de 5000 ans, c'était pas du tout la même conjoncture qu'aujourd'hui. Mais malgré tout, cette sagesse, quand je vais vous en parler après, vous allez voir qu'elle est toujours d'actualité et qu'on peut, moi je trouve en tout cas, sans manquer de respect au yoga bien sûr, mais je trouve que c'est important de se l'approprier, de continuer à s'inspirer en fait de ces philosophies-là sans pour autant devenir radical et de se les approprier parce qu'en fait c'est beau, ça a du sens. Alors quand je dis que c'est une sagesse vivante, eh bien c'est aussi que le yoga, c'est intimement lié avec l'Ayurveda, qui est la médecine ancestrale indienne. Et en fait, le yoga, il s'adapte vraiment en fait aux saisons. Donc il y a vraiment une façon de pratiquer le yoga par rapport aux saisons. Ça s'adapte vraiment aux énergies des saisons. Ça s'adapte aussi aux étapes de la vie. Donc on ne pratique pas le yoga de la même manière quand on est enfant, que quand on est ado, que quand on est adulte, que quand on est vers la sagesse de la vie. Vous voyez, il y a vraiment le yoga s'adapte à nos âges et donc s'adapte forcément aussi à nos modes de vie, etc. Et donc c'est un outil qui évolue avec nous. Et enfin, c'est aussi une philosophie qui s'applique à la reconstruction émotionnelle. Le yoga, c'est pas juste, donc je vous l'ai déjà dit 1 million de fois, un sport. C'est pas du tout d'ailleurs un sport, absolument pas, même pas une seule seconde. Par contre, c'est vrai que ça peut être considéré comme une activité physique parce qu'on bouge, mais en fait, la façon de bouger avec cette conscience de soi et avec cette respiration, en fait, ça peut nous mettre aussi dans un processus de guérison. Et encore une fois, cette guérison, elle est holistique. C'est pas une guérison que pour le corps, mais aussi pour le mental, pour l'énergie, pour les émotions. C'est vraiment à travers le yoga, on peut retrouver confiance en soi, on peut apprendre à poser ses limites, on retrouve notre lumière intérieure, on peut stimuler notre feu digestif quand il est un peu éteint et qu'on est tombé dans une forme d'apathie. Vous voyez qu'on a l'impression d'être un peu gris, d'être un peu beige. Vous voyez, le yoga vraiment, il va réactiver en fait cette vie à l'intérieur de nous. Et donc ce n'est pas non plus que pour la détente comme les gens le sous-entendent parfois, c'est vraiment beaucoup plus complet et complexe que ça. Mais c'est vrai que dans des cours collectifs, c'est pas toujours évident de faire passer tous ces messages-là parce que tout le monde vient 1 heure dans sa semaine. Et c'est aussi pour ça que moi, dans mes cours, j'agis par cycle, par saison ou par année parce que j'ai envie de cette profondeur et j'ai vraiment envie que vous puissiez ressentir tous les effets
en fait de cette discipline, de cette philosophie qui est si complète. Donc ceci étant dit, maintenant je vais vous parler justement des 8 branches du yoga. Qu'est-ce que c'est les 8 branches du yoga? Donc on retrouve, on entend parler de ces 8 branches du yoga, notamment dans ce qu'on appelle les Yoga Sutras de Patanjali. Alors désolé, je vous dis beaucoup de mots en sanskrit, ne vous tracassez pas si vous ne retenez pas, mais tout simplement les Yoga Sutras de Patanjali, c'est quoi? C'est les fameux textes sacrés, vous voyez, du yoga. En tout cas, une partie de ces textes sacrés. Et donc, dans ces textes, on nous parle des 8 branches du yoga, des 8 membres du yoga. Chacun des membres va du plus vers l'extérieur vers l'intérieur. Et ce que ça nous raconte, c'est qu'à chaque fois qu'on travaille sur chacun de ces membres, on avance de plus en plus vers soi-même, vers cette union de soi. Cet état de yoga, comme je vous expliquais au tout début, qui veut dire unir, qui veut dire relier, être connecté pleinement à soi, être 100% soi-même. Donc ces 8 membres du yoga, le premier, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle les yamas. Il y en a 5. Et ce sera les 5 épisodes prochains. Je vais vous détailler chacun des yamas. Donc, je ne vais pas vous les détailler ici, je vais juste vous citer qu'il y a 5 yamas et ça représente les relations aux autres, nos relations interpersonnelles. Donc, vous voyez, on commence de l'extérieur et on commence par nos rapports aux autres. Ok? Donc, ça, on va les développer dans les 5 épisodes suivants. Le deuxième membre du yoga, c'est ce qu'on appelle les niyamas. Et ici, c'est plutôt les attitudes personnelles. Donc d'abord, on a travaillé avec 5 concepts, les attitudes aux autres, et maintenant avec 5 concepts, on va travailler notre relation à nous-mêmes. Et vous allez voir, moi je trouve que c'est vraiment passionnant. Donc on est parti, si vous avez bien compté, pour 10 épisodes sur ces sujets-là. Ce seront des épisodes courts où on verra à chaque fois un concept à la fois. Donc ça, c'est les 2 premiers membres du yoga. Le troisième membre du yoga, c'est les asanas, autrement dit les postures. Et vous voyez à quel point dans le yoga, les postures, elles viennent après, en fait, cette démarche qu'aujourd'hui on pourrait appeler de développement personnel. En gros, c'est ce qu'aujourd'hui, dans notre monde moderne, on appelle le développement personnel. Il y a 5000 ans, on parlait déjà de ça, sauf que quand ça concernait les autres, on appelait ça des yamas, et quand ça nous concernait nous, on appelait ça les niyamas. Bref, je sais que je vulgarise très très fort tout ce que je vous dis ici, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Donc le troisième membre, c'est les postures. Les postures dans le yoga, évidemment qu'elles ont une importance parce qu'en fait, c'est avec les postures qu'on travaille sur notre énergie. Donc c'est les postures qui nous permettent de nous nettoyer, de nettoyer les choses qu'on accumule à l'intérieur de nous. C'est les postures qui nous permettent de nous alléger, qui nous permettent, comme je vous ai dit tout à l'heure, de trouver confiance en nous, de retrouver notre feu digestif, notre lumière, de pouvoir aussi apaiser notre système nerveux. Donc c'est vraiment avec les postures qu'on vient aussi faire circuler toutes ces choses à l'intérieur de nous, mais combiné aux 2 premiers éléments, vous voyez, au fait de travailler sur soi par rapport aux autres, par rapport à soi. Le 4e membre, c'est ce qu'on appelle le pranayama. Donc là, ce sont des techniques de respiration qu'on fait aussi parfois au yoga. Pranayama, la traduction littérale, ça veut dire allonger le prana. Et le prana, c'est la fameuse énergie vitale qu'on appelle, par exemple en médecine chinoise, vous avez déjà entendu qu'on parle de chi. Et bien dans le yoga, on parle de prana. Donc pranayama, c'est pour faire circuler l'énergie. Donc on utilise notre respiration, c'est pour l'énergie. Quand on fait, pour les personnes qui viennent au cours, vous avez déjà vu quand on fait Shitali, qu'on respire avec la langue en forme de tuyau. Pour le moment, on fait une espèce de respiration carrée, enfin pas une espèce, on fait Samavriti. Donc on inspire en 4 secondes, rétention 4 secondes, expire 4 secondes, rétention 4 secondes. Tout ça, c'est du pranayama. Quand on respire, vous savez qu'on bouche une narine d'un côté puis de l'autre. Donc ça, c'est le 4e membre du yoga. Et c'est ce pranayama, cette respiration-là, qui normalement vient après les postures, qui nous amène vers des états de méditation.
Donc le 5e membre, il s'appelle Pratyahara. Pratyahara, c'est le contrôle des sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos sens ne sont plus maîtres de nous, c'est nous qui sommes maîtres de nos sens. Nos sens, normalement, ils sont là pour nous servir, pour nous indiquer quelque chose, mais et c'est là vraiment que ça continue à faire plein de sens dans nos sociétés modernes, etc. C'est qu'on est surstimulé d'informations tout le temps. Il y a de plus en plus de personnes hypersensibles. Moi, j'en fais partie. Je suis sûre que la majorité des personnes qui m'écoutent sont hypersensibles aussi. C'est encore un autre sujet parce que moi, je pense que c'est surtout la société qui n'est pas du tout adaptée à la sensibilité des êtres humains. Mais enfin, bref. Mais Pratyahara, c'est vraiment reprendre le contrôle de nos sens et ne plus les laisser nous contrôler, en fait, et vraiment ne plus être piégés par nos sens, en fait. Et le yoga nous aide vraiment à ça. L'étape d'après, le 6e membre, c'est ce qu'on appelle dharana. Et ça, c'est la concentration. C'est ce qui vient juste avant la méditation, en fait, si vous voulez. Parce que la méditation, c'est vraiment un état très profond de recentrage, de concentration. Dharana, c'est dans le yoga, à chaque fois que je vous propose de vous concentrer, par exemple, je vous propose de laisser grandir à l'intérieur de vous un sentiment de gratitude ou de penser à la gratitude, de vous demander voilà pourquoi vous éprouvez de la gratitude. Ben voilà, le fait de se concentrer sur la gratitude, c'est dharana. C'est la même chose si je vous propose de vous concentrer sur l'image d'un arbre, d'une montagne, de la lune, du soleil. Tout ça, c'est dharana, la concentration. Le 7e membre, il s'appelle dhyana. Et dhyana, alors, c'est un état de méditation profond. C'est quand on a réussi à se concentrer suffisamment longtemps sur quelque chose, on médite. C'est comme si on fusionnait avec ce quelque chose, qu'on le comprenait de l'intérieur, qu'on pouvait, à force, par exemple, de méditer sur un élément, de vous concentrer sur un élément, mais vous commencez à avoir les qualités de cet élément à l'intérieur de vous. Ça, c'est dhyana, c'est vraiment la méditation. Personnellement, dans les cours collectifs, je ne pense pas qu'on atteigne vraiment cet état-là. Je pense, en tout cas, qu'on est souvent dans dharana. Et je crois que pour arriver à dhyana, désolée pour les mots, j'espère que vous n'êtes pas en pleine confusion, mais en gros, vraiment, pour passer de la concentration à la méditation, je pense qu'il faut vraiment pratiquer quotidiennement, régulièrement, avec beaucoup de sincérité. C'est pas en faisant du yoga une fois par semaine qu'on atteint des grands états de méditation, je pense, personnellement. Et en fait, le 8e et dernier membre, c'est ce qu'on appelle le samadhi. Et en gros, le samadhi, c'est l'idée, voilà, qu'on est arrivé au centre, qu'on est dans l'état de yoga. Dans d'autres disciplines, c'est ce qu'on appelle le nirvana, si vous voulez. Donc voilà, ça, c'est vraiment les 8 membres du yoga que je voulais partager avec vous. Donc, voilà, juste pour l'information, pour que vous puissiez un peu situer les choses et vous rendre compte, ok, nous, on connaît vraiment les postures du yoga et on confond ça avec de la gymnastique, mais en fait, pour la philosophie du yoga, ça arrive en 3e position, les postures. D'abord, il y a nos relations aux autres, après, il y a notre relation à nous, et puis seulement, il y a les postures. Et la posture, elle prépare au pranayama, la respiration, et la respiration, elle nous prépare à contrôler nos sens et à nous mettre dans des états de méditation profonds pour atteindre le samadhi, pour atteindre l'union avec soi-même. Est-ce que vous comprenez mieux ce cheminement du yoga grâce à ces petites explications? Et vous voyez à quel point on peut absolument s'approprier tout cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je parle de yoga et développement personnel, parce que ça me tient à cœur vraiment de suivre cette logique, tout en se l'appropriant à nos vies incarnées, mouvementées, agitées, remplies, cette vie à 100 à l'heure. Eh bien, c'est d'autant plus important de pouvoir ralentir, de pouvoir lever le pied et mettre de la conscience sur soi. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui.
Parce que le yoga pratiqué vraiment avec ce genre d'intention nous apporte vraiment un retour au calme, un ancrage grâce à l'écoute du corps et aux postures. Ça nous apporte aussi une clarté sur soi-même, sur sa vie, sur ses choix. Et forcément, ça nous apporte aussi un équilibre de vie, un équilibre entre notre corps, notre cœur et notre esprit. Et il n'y a pas besoin de vivre comme en Inde il y a 5000 ans pour pratiquer cette philosophie. Donc avec quoi je vous laisse aujourd'hui pour cet épisode? Je vais vous proposer simplement de prendre 3 grandes respirations. On va le faire ensemble. En conscience. Encore une fois. Prenez simplement le temps d'observer comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, sans jugement. Peut-être que vous remarquez qu'il se passe des choses dans votre corps. Peut-être que vous remarquez qu'il se passe des choses dans vos pensées. Peut-être même que vous remarquez qu'il se passe des choses dans vos émotions. Et tout cela est juste. Il s'agit ici simplement de l'observer, d'en prendre conscience. Et ensuite, la question que je vous pose pour vous laisser méditer dessus pendant la semaine, c'est simplement de vous demander à quel point vous vous sentez aligné dans votre vie, encore une fois sans jugement, sans culpabilité, parce que personne n'est à 100% aligné, mais simplement de vous demander à quel point vous vous sentez aligné par rapport à vous-même, à quel point vous vous sentez juste envers vous-même, à quel point vous avez l'impression que vos pensées, vos actions et vos paroles vont dans le même sens, et simplement méditez là-dessus et vous verrez que ça vous donnera naturellement envie de mettre en place des actions petit à petit pour vous réaligner à vous, en fait, simplement à vous, à qui vous êtes vraiment. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour le premier des yamas. Et on est parti pour 10 épisodes sur la philosophie du yoga. À bientôt! Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!